Alors, bonjour et bienvenue à ce 5e dîner d'apprentissage en itinérance organisé par le CREMIS. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour une première fois, le CREMIS, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, un centre de recherche en milieu de pratique situé au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors, comme je l'ai mentionné en ouverture de chacun des dîners précédents, la programmation de dîner d'apprentissage en itinérance, c'est l'une des actions qui est posée par le CREMIS pour faire connaître les différents outils puis les contenus qui ont été développés pour soutenir l'intervention en itinérance. Alors aujourd'hui, on va s'attarder à la thématique de la gestion du sentiment d'impuissance, un sentiment qui, on le sait, est largement vécu par les intervenants du domaine pour un éventail de raisons dont nos panélistes vont nous entretenir aujourd'hui. Et d'une manière un peu différente des dîners précédents, plutôt que de prendre un moment durant le dîner pour vous présenter des contenus en lien avec la thématique, on va vous inviter cette fois-ci à considérer l'ensemble des contenus comme des ressources dans lesquelles fouiller et puiser régulièrement ou au besoin pour prendre connaissance de pratiques qui ont été identifiées comme étant porteuses pour intervenir dans des situations données, des situations qui posent défis, dans l'optique ultimement d'amenuiser le sentiment d'impuissance. Ceci dit, pour les personnes qui se joignent à nous puis qui ne connaîtraient pas encore les outils puis les contenus du CREMIS pour l'intervention en itinérance, on va déposer dans le chat, dans le clavardage, 2 hyperliens. Un premier lien pour accéder à une infographie qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des différents contenus auxquels vous avez accès lorsque vous naviguez sur le site web du CREMIS autour du guide des bonnes pratiques en itinérance et des différents outils associés. Et un deuxième lien pour accéder à la fiche principes clés de l'intervention en itinérance. C'est une fiche qui comprend 10 principes qui décrivent un regard puis une posture qui favorise une attention proactive et respectueuse à l'égard des personnes en situation à risque ou en situation d'itinérance lorsqu'elles se présentent dans les services. C'est vraiment le socle sur lequel reposent toutes les pratiques répertoriées dans le guide des bonnes pratiques en itinérance, donc une bonne porte d'entrée pour s'y introduire si vous ne connaissez pas encore. Donc, avant de passer le flambeau à notre animateur de la séance d'aujourd'hui, je vais faire quelques rappels de consignes pour assurer le bon fonctionnement du dîner. On vous demande, s'il vous plaît, d'ajuster votre identifiant pour faciliter les échanges et pour le changer, si vous en ressentez le besoin, allez sur l'onglet Participants, cliquez sur les 3 petits boutons qui sont situés en haut à droite de la petite fenêtre avec votre visage. Vous pouvez le changer en faisant cela. Votre identifiant. Ensuite, on vous demande, s'il vous plaît, de couper votre micro lorsque vous ne l'utilisez pas, de lever la main pour prendre la parole. C'est toujours possible d'écrire une question ou un commentaire dans le clavardage. Et si vous éprouvez des problèmes techniques, on vous invite aussi à utiliser la fonction converser, la fonction chat, puis à écrire en privé à soutien technique. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Mathieu Isabelle, médecin de famille au programme itinérance adulte au CLSC et au groupe de médecine familiale universitaire des Faubourgs au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal à prendre le relais pour l'animation du webinaire. Bon dîner tout le monde. Merci beaucoup, Julie. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous en si grand nombre en ce mardi. Mardi, heure du midi. Donc, Mathieu Isabelle, je suis, oui, comme je le disais, médecin de famille au CIUS du Centre-Sud, tout particulièrement auprès de l'équipe itinérance au CLSC des Faubourgs. Je suis également praticien-chercheur au sein du CREMIS. Avant ma vie en médecine, disons que j'ai eu différentes expériences là, qui m'ont mené vers ce monde de l'intervention en itinérance. Donc, j'ai travaillé en psychologie, j'ai fait des études en travail social, j'ai également été intervenant dans différentes ressources communautaires, que ce soit dans des auberges du cœur, en maison de transition, en pédiatrie sociale. Tout ça m'a mené vers la médecine de famille et je suis très heureux là, de pouvoir animer cette table ronde aujourd'hui. Je suis présentement à Toronto pour l'animation, puisque cette année, j'ai débuté un doctorat de recherche en santé publique qui porte justement sur l'apport
le rôle unique des pères aidants en itinérance. Donc, je suis ici pour l'année et de retour à Montréal l'an prochain. Alors, aujourd'hui, ce thème-là qu'on voulait discuter, celui de la gestion du sentiment d'impuissance, on pourrait en parler dans tellement de domaines reliés au travail en intervention avec des êtres humains. On voulait en parler en lien tout particulier avec l'itinérance parce que c'est un sentiment qui, comment dire, semble faire partie du quotidien de beaucoup d'entre nous. Et est-ce que, à vrai dire, ça fait partie d'intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance? Est-ce qu'il y a quelque chose de défectueux en nous? Ou au contraire, ça fait partie de la game, comme on dit en bon français, et on va essayer d'explorer, de regarder pourquoi, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'on peut faire pour se supporter les uns les autres à travers ça. Donc, pour parler de ça aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 4 personnes qui vont nous partager leur expérience, leur savoir. On est très heureux de les avoir avec nous. Donc, tout d'abord, il y aura Gabrielle Lefrançois. Gabrielle, qui est travailleuse sociale à l'équipe itinérance au CLSC des Faubourgs du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour, Gabrielle. Ensuite, on a Magali Parent. Magali, qui est consultante étudiante à la maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Magali, bonjour. Merci d'être avec nous. On a ensuite David Penors. David, qui est coordonnateur du continuum de services à PLM, communément appelé, donc du projet Logement Montréal. Bonjour David, merci d'être là avec nous. Et le dernier, non le moindre, Daniel Turgeon. Daniel, qui est père aidant à l'équipe itinérance du CLSC des Faubourgs du centre-sud de l'île de Montréal. Je vous rappelle, avant qu'on débute, les objectifs d'apprentissage de ce webinaire aujourd'hui. Donc, ils sont les suivants: identifier les conditions favorisant l'émergence du sentiment d'impuissance, réfléchir sur la place des émotions dans l'intervention. Et le troisième objectif, de considérer les pratiques de gestion favorables à la santé et au bien-être des intervenants. Brièvement, 4 grandes parties à notre webinaire de ce midi. D'abord, les présentations de nos panélistes qui vont nous présenter leur vision de ce qu'est le sentiment d'impuissance. Ensuite, on va y aller avec une table ronde où on ira avec des questions, des commentaires, et je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Il y aura une partie ensuite où on voudra vous entendre avec vos questions et des questions qui peuvent être posées tant oralement que dans le chat. Donc, même déjà, pendant les présentations de nos panélistes, si vous avez des éléments qui vous viennent en tête, des questions, vous avez envie de les partager par écrit, n'hésitez pas. Puis moi, je ferai la lecture de ça en fonction du temps qu'on a. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Magali Parent. Donc, Magali, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. OK. Bon, bonjour. Donc, je m'appelle Magali. Je suis actuellement à Québec. Actuellement consultante auprès de différentes organisations pour de l'animation et de l'accompagnement en développement psychosocial, mais aussi étudiante à la maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR à Rimouski. Donc, comment travailler avec l'ours sans s'exclure? C'est une courte question non officielle qui habite mes réflexions jour après jour depuis 1 an et demi, je vous dirais. Donc, le thème d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup et je suis très contente d'avoir l'occasion de partager ce temps-là avec les autres panélistes, avec tous ceux qui sont inscrits. D'ailleurs, je vois qu'on est vraiment nombreux. J'imagine que c'est en lien avec l'importance ou les préoccupations qui peuvent être vécues autour de ce thème-là dans le domaine de l'itinérance. Donc, je vais rapidement passer à la prochaine diapo. Petit déroulement de ce que je vous propose aujourd'hui. Qu'est-ce que le sentiment d'impuissance? C'est un questionnement qu'on avait en préparant cette rencontre-là entre panélistes sur est-ce qu'on définit le sentiment d'impuissance? Est-ce qu'on met comme des balises, des paramètres clairs à ce sujet-là? Fait que je vais surtout échanger un peu au sujet de la diversité et du ressenti qu'on peut y avoir à ce sujet-là. Aller vers la contextualiser le sentiment d'impuissance, ce que je suis, où je suis, avec qui je suis, en partageant légèrement quelques bouts de mon propre parcours à ce sujet-là.
Puis un jeu de mots avec émotion et gestion, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une gestion des émotions individuelles dans lesquelles on se trouve, mais y aurait-il un rapport collectif dans la gestion des émotions qui est sûrement déjà adressé, mais qui pourrait peut-être l'être davantage? Donc, le sentiment d'impuissance. En fait, je pense que on en est venu un peu à l'idée qu'il y aurait autant de définitions qu'il y a de participation à cette rencontre-là aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a une diversité des angles de point de vue, il y a une diversité des types de savoir, d'expertise, des besoins, de rythme et d'intérêt à ce sujet-là. Évidemment, ça dépend quel rôle on joue dans les organisations pour lesquelles on travaille, quels sont nos parcours professionnels, et parcours et expériences professionnelles, mais et personnelles aussi. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent notre élan et notre façon de travailler, les intérêts que l'on a dans les domaines dans lesquels on travaille. Puis par la suite, tout le rapport aussi au type de rythme du contexte dans lequel on travaille. Est-ce qu'on est en première ligne? Est-ce qu'on est en développement organisationnel? Est-ce qu'on est en représentation politique? Tout ça vient nécessairement avoir un impact sur avec quelles attentes est-ce qu'on arrive aujourd'hui autour d'une table ronde pour entendre parler du sentiment d'impuissance par rapport à notre propre vécu ou probablement peut-être que déjà en ce moment dans les gens autour de l'écran qui vivent des moments où le sentiment d'impuissance est très présent et qu'ils arrivent avec des attentes et des besoins particuliers auxquels, évidemment, je ne prétends pas pouvoir amener des réflexions sur tous ces points de vue-là. Et heureusement, on est plusieurs autour de cette table ronde-là, puis l'idée justement d'être complémentaire en ce sens-là. Il y a certainement des définitions, là, dépendamment des champs d'expertise, un peu comme l'a amené notre animateur tout à l'heure, qui pourraient être partagées, soit en lien avec le fait d'être dépassé par la situation, confronté à diverses limites d'action ou de perte de sens et même de confiance en les codes moraux en place dans les milieux pour lesquels on travaille. Mais je me suis amusée à faire sortir des synonymes qui viennent le Robert Dictionnaire en ligne, juste pour mettre peut-être en lumière l'aspect parfois péjoratif qu'on peut consciemment ou inconsciemment associer à ce mot-là, impuissance. Donc, faiblesse, inaptitude, insuffisance, impossibilité, incapacité, stigmatisation ou voire auto-stigmatisation. C'est-à-dire, ces mots-là nous amènent peut-être vers des idées ou des états de stigmatisation. En même temps, peut-être que ça met un peu en relief le fait que à partir du moment où l'on travaille dans des postures d'accompagnement de personnes qui sont en situation d'itinérance ou de grande désaffiliation, ou encore qu'on travaille à l'organisation de groupes ou de services ou de concertations qui s'adressent à ces réalités-là, on se retrouve peut-être déjà dans des postures qui sont un peu à contre-courant des postures sociales plus connues en général. Et même si on ne se sent pas l'âme militante ou revendicatrice, il y a dans ces postures-là, dans ces jobs-là, quelque chose qui nécessairement vient avec une posture parfois d'impuissance, étant donné la complexité dans laquelle on se retrouve et étant donné parfois aussi la fine tranche dans le groupe de personnes dans lesquelles on peut se retrouver, autant des personnes que l'on accompagne que des rôles que l'on joue à ce sujet-là. Un peu comme nommé dans le début de cette vignette-là, il y a autant de définitions potentiellement que de participants aussi aujourd'hui. Donc, on parle d'une perception qui est subjective, mais qui s'inscrit dans une situation normative, un peu comme on peut l'imaginer au sujet de nos réalités ou nos postures individuelles, qui nécessairement s'inscrit aussi dans un contexte social. Donc, il parle de systémique, de normes ou d'idéologies qui peuvent être parfois plus dominantes par rapport à d'autres. Là, j'essaie de parler vite parce qu'en même temps, je vois que le temps passe, mais j'espère que mon rythme et mon débit sont quand même compréhensibles. Donc, Mathieu, n'hésite pas à m'interpeller en ce sens-là. Merci, Gabriel, pour ton pouce. Donc, contextualiser ce sentiment d'impuissance. En fait, l'idée qui, moi, me vient en tête est au sujet de ce que je suis comme personne, peut-être, mais à partir de la question de pourquoi je fais ce travail-là. Qu'est-ce qui vient viscéralement me chercher? Quel a été l'élan qui m'a amené à vouloir travailler dans certains milieux auprès de réalités qu'on dit justement désaffiliées, donc qu'on relie à l'itinérance? Ces éléments-là peuvent certainement influencer ce qui va davantage m'interpeller dans le quotidien, mais aussi comment je vais naviguer et dealer avec les différentes contraintes ou les différents défis que je vais rencontrer sur ma route. De mon côté, j'ai réalisé à travers les dernières années, et ça avant même d'avoir pris un moment de recul depuis 1 an et demi,
que le fait de travailler à tenter de faire de l'inclusion sociale avec des personnes dites en situation d'itinérance ou dites en situation de grande marginalité m'aidait à mieux dealer avec mes propres comportements d'auto-exclusion, d'auto-dénigrement ou d'auto-sabotage. C'est comme si de pouvoir œuvrer dans le quotidien, avoir une influence sur les réalités de personnes qu'on peut associer à la désaffiliation sociale, m'aider à mieux vivre avec mes propres comportements jusqu'à ce que j'atteigne une certaine limite en ce sens-là. Bref, je pense que quelque part, ça m'a aussi permis de vivre une expérience qui m'a amené à développer une forme d'hypersensibilité au sujet de nos façons de faire, de la place ou non que l'on tente de laisser de faire à des personnes qui vivent des situations dites marginalisées. Donc, il y a des forces là-dedans qui ont eu l'occasion de se développer, mais il y a parfois aussi certaines déceptions auxquelles j'ai pu me frotter, autant au niveau des contacts individuels sur le terrain, dans une pratique terrain dans les 10 premières années où je me suis retrouvée dans des milieux d'aide en itinérance, ou les attentes que je pouvais avoir au sujet des accompagnements que je souhaitais faire et donc des changements ou de l'évolution dans la réalité des personnes, où j'ai vécu certains sentiments d'impuissance par le fait qu'inconsciemment, je portais un double biais de par ma posture, de par mes attentes et même mes motivations à vouloir travailler dans ce milieu-là. Donc, évidemment, on peut peut-être, sans s'élancer trop dans des idées de psychopathe, puis il reste que ce rapport à soi-là a nécessairement une influence dans l'interaction que l'on a avec les rôles qu'on joue dans nos milieux de travail. Et donc aussi, à un certain moment, j'ai atteint certaines limites aussi par rapport à mes intentions, mes biais et mon grand désir de faire de l'inclusion sociale à tout prix, en me retrouvant dans un milieu qui peut-être elle avait moins ces pratiques-là, était moins orientée par cette mission-là, et donc l'histoire et la culture organisationnelle les orientaient vers autre chose. Bien sûr, tout ça, que ce soit la posture de ce qui nous amène vers les métiers de la relation d'aide dans les contextes de désaffiliation sociale ou encore les milieux de travail où on s'y trouve, sont dans des contextes évolutifs. Il y a de l'actualisation qui se fait, il y a même des périodes de transition. Mais quand même, ces éléments-là sont importants dans la contextualisation du sentiment d'impuissance que l'on vit. Donc, pour compléter le « où je suis », évidemment, l'emplacement géographique où l'on se trouve, est-ce qu'on se trouve dans des milieux urbains, dans des milieux dits plus ruraux, on est nécessairement influencé, par exemple, l'accès à certains types de services, les dynamiques aussi de proximité, le contexte socio-économique et politique. Je pense que tout le monde, les 200 personnes qui sont actuellement autour de la table sont au fait qu'il y a une crise du logement importante au Québec. Ce n'est pas la première, mais celle-ci est particulièrement inquiétante. Donc, une crise du logement quand on est à Rimouski, au centre-ville de Montréal, ou encore dans un quartier périphérique de Québec comme Beauport ou Charlebourg, se vit pas exactement de la même façon et les leviers avec lesquels les intervenants doivent tenter de se réinventer ne sont pas les mêmes non plus. Avec qui je suis, donc la composition de l'équipe de travail dans laquelle je me trouve, est-ce qu'on est dans une équipe multidisciplinaire? Est-ce qu'il y a un bon lien de confiance entre les gens dans l'équipe, entre les gens de l'équipe et la gestion? Le type de gestion qui est en place aussi. Est-ce qu'on parle d'une équipe des gens ont beaucoup d'ancienneté dans les milieux de travail ou très peu? Et au niveau des générations aussi, parce que les points de vue, le vocabulaire, la vision, il peut y avoir des éléments de confrontation à ce sujet-là. Et loin de moi l'idée de vouloir polariser qu'il y ait quelque chose de nécessairement opposé entre ancienneté et nouveauté, mais nécessairement des nuances et des différences qui devraient engendrer du dialogue pour éviter qu'il y ait des éléments qui se cristallisent entre nous et qui peuvent éventuellement accentuer un sentiment d'impuissance. Les partenariats, donc toutes ces concertations communautaires, intersectorielles, et inévitablement avec qui je suis, bien les réalités des personnes accompagnées qui sont souvent très complexes d'un point de vue humain ou d'un point de vue de démarche administrative aussi, bien sûr, tout ce qui a trait à la désaffiliation, l'exclusion, l'auto-exclusion, les besoins multidimensionnels. Bref, ce sont des réalités confrontantes, vous le savez très bien. Donc, émotion et gestion. Et suite à ça, collectiviser la responsabilité de solidarité. Pour ma part, des éléments qui m'ont aidé à apaiser certaines de mes réflexions en lien avec des bouts de sentiments d'impuissance que j'ai pu rencontrer dans les 17 dernières années, c'est des réflexions autour des approches sociologiques. Et je trouvais que cet extrait-là pouvait être parlant. Donc, c'est un texte qui a été écrit par un sociologue qui, entre autres, c'est-à-dire
en partenariat avec le CREMIS qui s'appelle Christian Laval, un court texte qui est titré par la matrice des alliances. Donc, un extrait de ça disant « Une tradition sociologique critique a, dans les années 60, dénoncé la psychologisation de la société et le contrôle social de la déviance. En dernier ressort, elle revendique le savoir concernant la prise en compte des enjeux politiques et sociaux inhérents aux gestes thérapeutiques. » Évidemment que quand dans notre quotidien, on est confronté à des urgences, des besoins urgents qui se répètent d'heure en heure, de jour en jour, le réflexe ou l'élan, dépendamment de nos intérêts, dépendamment de nos parcours, encore une fois, ou des rôles que l'on joue, vont peut-être avoir moins tendance à s'orienter vers le recul que peut demander de remettre en perspective le contexte dans lequel on travaille. Un peu comme ça a été nommé à la diapositive juste avant. Par contre, je pense qu'il est d'une responsabilité des organisations pour lesquelles on travaille de nous aider à nourrir notre réflexion et des éléments d'ancrage à ce sujet-là. Donc, l'idée d'aider, de soutenir les aidants, tout comme réfléchir au type de gestion adaptée pour ce faire. Donc, prévoir de courts moments de recul, même devant l'urgence quotidienne des besoins terrain. Donc, parfois, on peut avoir l'impression que pour adresser ces réalités-là, ça prend une journée complète de formation, de devoir aller à l'extérieur, mais il peut être possible d'intégrer, dépendamment des formules de réunion d'équipe ou autres, des courts moments où on rappelle ces éléments-là qui ne concernent pas spécifiquement le geste thérapeutique ou le rapport clinique, comme le mentionne la citation juste avant, mais bien dans quel contexte sociologique on se trouve. Au même titre que, je vais au deuxième point, formation d'intégration et sensibilisation, les nouveaux intervenants qu'on accueille et peut-être même ceux qui sont dans nos équipes depuis 1 an, 2 ans, des formations où on remet en perspective l'organisation ou le service pour lequel on travaille, il est issu de quelle réflexion? Dans quel contexte il a vu le jour? Pour quelles raisons est-ce que des hommes et des femmes ont travaillé à mettre en place ces types de services-là? On parle d'un organisme communautaire ou encore de services du réseau de la santé ou de différentes concertations. D'avoir une meilleure idée de l'historique qui nous a permis de tendre vers le développement de certains services peut nous aider à mettre en perspective la posture que l'on souhaite développer, que l'on souhaite avoir ou qui nous amène certains défis. Les espaces de gestion participative aussi. Donc, évidemment, d'une organisation à l'autre, il y a des organisations qui sont principalement hiérarchiques d'un point de vue vertical et d'autres qui vont être en complète gestion participative, mais il y a entre les deux un paquet d'hybrides qui permettent d'avoir des espaces de gestion participative et où il y a une étude qui a été faite à Québec là, par le projet Départ, qui est un projet concerté de 3 regroupements d'organismes, qui a fait ressortir que chez les répondants, donc il y avait 370 répondants qui ont participé à cette étude-là, là, à certains, disons, aux questions initiales, disant que le fait d'avoir un espace de prise de parole, de pouvoir commenter, de faire partie des gens qui sont consultés sur le développement ou encore de la mise en place de certaines façons de faire, étaient des éléments protecteurs au sujet, préventifs du moins au sujet du développement de sentiments d'impuissance qui pourraient devenir lourds ou gangrénants. Puis adresser les difficultés émotionnelles en équipe, évidemment, en tant qu'intervenant, on a certainement une responsabilité dans notre façon d'avancer, dans notre propre gestion de nos émotions, mais de le garder d'un point de vue cloisonné, individuel et de ne pas l'ouvrir au collectif, peut-être que c'est pas suffisant pour avancer de façon plus significative sur ce chemin-là. D'ailleurs, le projet Départ dont je parlais, là, pour avoir une référence actuelle, l'idée est de développer actuellement un guide d'animation de réunion d'équipe pour les équipes qui souhaiteraient adresser en équipe justement ces difficultés-là. Évidemment, ce ne sont pas des nouveaux mots que la plupart d'entre vous allez voir ou entendre. Tout ce qui est supervision professionnelle, communauté de pratique, co-développement, formation expérientielle, elles se vivent de différentes façons. Et l'idée est justement de développer des repères ou une autodéfense intellectuelle pour justement être dans la prévention des difficultés ou du sentiment d'impuissance qui deviendrait trop intense. Et donc, il y a certaines cultures organisationnelles qui ont déjà au sein de leur pratique ces habitudes-là, d'autres moins. Et je dirais même qu'entre intervenants, peut-être que parfois, il y a ce réflexe-là n'est pas toujours présent, même si la supervision professionnelle peut nous être accessible. Je pense qu'on a un tour de roue à faire tous ensemble
à un peu dénouer ce qui fait en sorte que le réflexe ou le fait d'intégrer à nos agendas de façon régulière, à la hauteur de nos capacités, des moments de supervision en ce sens-là. Puis, pour terminer avec la formation expérientielle, on est davantage dans un rapport où, en plus d'une théorie qui nous est montrée de façon magistrale, l'idée est d'aller dans la réflexivité et le dialogue entre praticiens pour voir, oui, il y a une théorie qui existe, mais à quel moment, parfois, elle est incongruente avec nos réalités et comment est-ce qu'on peut dépasser ces incongruences-là de par les expériences multiples qui peuvent être partagées dans un même groupe. Et je vais conclure. Oui, Oui. parfait, exactement. Voilà, on a pensé pareil. Merci. Donc, comment travailler, inclure sans s'exclure, évidemment, c'est à suivre. Hein. L'idée était de ramener cette réflexion-là, mais pour moi, il est évident que de partager le poids relié aux accompagnements terrain est une des pistes de réflexion à avoir. Et quand je dis le poids, il est autant social, émotif que humain. Remettre en perspective son degré de responsabilité individuelle en tenant compte des éléments de responsabilité collective. Et puis, naviguer sur le spectre du souci de soi versus le souci des autres, dépendamment des moments dans lesquels on se trouve, des intensités et des besoins qui sont observés à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de soi. Donc, voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Magali, pour ce super tour d'horizon qui nous présente aussi certains concepts théoriques qui peuvent nous aider dans nos réflexions quand on est sur le terrain, dire en quoi est-ce que les études, la recherche peuvent des fois nous aider. C'est un exemple de décortiquer ce sentiment-là d'impuissance. Merci beaucoup pour ça, vraiment intéressant. Je vais passer la parole maintenant à Daniel. Daniel, je rappelle que tu es père aidant à l'équipe itinérance au CLSC des Faubourgs. La parole est à toi. On va juste démuter ton micro, s'il vous plaît. Merci. Merci pour l'introduction, Dr. Isabelle. Premièrement, je dis merci à tout le monde pour prendre un peu de temps sur leur heure de dîner pour nous écouter parler. Je vais juste commencer avec un bref résumé de qui est père aidant Daniel. Je suis quelqu'un qui a vécu une période d'itinérance. Avant ça, j'étais un entrepreneur pendant 14 années. J'ai étudié à Concordia en sciences politiques, puis après en droit en Californie. Quand l'économie s'est mise à mal aller, mon commerce que j'avais pendant 15 années, qui est un petit peu mon bébé, ça l'a fermé. Alors, j'avais plus les moyens pour payer mon condo, ma voiture, etc. Puis je voyais comme la seule solution d'aller dans la rue. Alors, c'est ça qui m'a emmené à ce moment-là. Peut-être je peux commencer. La père aidant, c'est relativement nouveau, surtout dans l'itinérance. On a vu ça un petit peu dans la santé mentale, mais comme itinérant, tu as des street workers qui sont un peu comme un père aidant, mais je suis quand même un des premiers pères aidants dans ce milieu-là. Alors, un père aidant, c'est quoi? Pour moi, je vois ça comme une vocation. Prendre mon savoir vécu d'itinérant et aider ma clientèle dans la même situation et les aider à naviguer et les supporter dans leur quotidien pour un but ou un objectif qu'ils sont au centre. Comment que j'ai débuté? Bien, moi, quand j'ai commencé comme père aidant, il y a plus de 2 ans, je pensais donner la main à un client et conter mon histoire et voilà, il sort de la rue. Ça a été mon premier sentiment d'impuissance. Avec un peu plus de recul, je remarquais vite que ce n'est pas aussi simple et que les cas sont plus complexes et lourds avec plus de cheminement à faire. Qu'est-ce qui m'a aidé à ce moment-là d'aller sur des gros buts comme quoi je vais rencontrer quelqu'un. J'ai décidé d'aller sur des petits buts. C'est en faisant des petits buts qu'on peut bâtir un lien avec nos clients, puis après ça, travailler sur des objectifs un petit peu plus gros. Alors, avec un peu plus de recul, j'ai vu que c'était beaucoup trop lourd et il y avait beaucoup de chemin à faire. Retourner à mes petits buts. Pour gérer mon impuissance, j'ai adopté une approche pour moi et ainsi ma clientèle. Je me suis fait à faire beaucoup d'écoute attentive et travailler sur des petits projets ensemble. Vous donner un exemple. Comme j'avais un client que sa mère voulait bien avoir une rencontre avec lui. Le client était d'accord et j'ai organisé la visite. Cela est un petit projet tangible et réel versus un début que j'avais au début, ou même des accompagnements en cours ou en hôpital.
considérant qu'ils ne seront pas allés par eux-mêmes, ils n'auraient pas eu les soins nécessaires ou même avoir des problèmes avec la justice. Donc, moi, j'ai renversé avoir l'impuissance versus un sens d'accomplissement dans mon travail. Cela en temps réel et je voyais les résultats versus mon approche du début. De quoi qui est particulier à moi, qui n'est pas de ce milieu-là, c'était la lourdeur et la lenteur du système. Comme j'ai dit, j'ai eu mon commerce pendant 15 ans. Pendant cette période, quand je prenais une décision, c'était ça, on allait en mode action. Pour dire que j'ai eu un gros sentiment d'impuissance face à l'organisme qu'on connaît comme le CIUS. Ce n'est pas une critique, mais le CIUS est comme un gros bateau. Ça ne tourne pas sur un dessous. J'ai donc appris à naviguer dans cet organisme pour mieux représenter ma clientèle. Une tactique que j'utilise pour moi pour gérer mon sentiment d'impuissance, pour gérer ce sentiment jour à jour, c'est que je me dis que je donne du plus-value à ma clientèle. Le jour où ça ne sera plus comme ça, ce travail ne sera plus pour moi. Avec plus de 2 ans d'expérience, je me dis que je suis le meilleur père aidant qui a un plus gros impact. Faire une différence positive m'aide à contrôler ce sentiment d'impuissance. De quoi, moi, quand j'ai commencé comme père aidant, c'était sur un projet de recherche, mais dans le CLSC des Faubourgs. Je dois dire que j'ai été très chanceux. C'est une équipe qui est très dynamique, qui a toujours le client au centre et travaille pour le mieux-être des clients. Cela me fait sentir utile et je n'ai pas à faire face à l'impuissance tout seul, car on s'encourage mutuellement. Si je peux juste, moi comme père aidant, je suis le seul père aidant sur peut-être une vingtaine, une trentaine de TS et de nurses. Alors moi comme père aidant, qu'est-ce qui me différencie un petit peu, qu'est-ce qui est aussi ma plus grosse force devient aussi ma plus grosse faiblesse. Laissez-moi expliquer. Cela, avoir personnellement vécu les situations négatives de mes clients. Des fois, je dois me distancer émotivement pour trouver mes repères. Comme exemple, un de mes clients a perdu sa pièce d'identité et ne pouvait pas accéder à son compte bancaire pendant 7 semaines. Avoir vécu cette même expérience me rend compte que c'est vraiment être impuissant à recevoir la fameuse carte RNQ. Alors, j'ai essayé d'être le plus bref et le plus précis que je peux. Je veux juste conclure et en conclusion à dire 3 facteurs qui m'aident à faire face jour après jour au sentiment d'impuissance. Avoir un bon système de ressources, croire en ce qu'on fait et faire une différence. Merci et bon lunch. Merci infiniment, Daniel. C'est toujours super intéressant. Je retiens plein de choses, cette notion-là des petits buts hein, qu'on apprend là, des fois de façon théorique, là, diviser les choses en des objectifs réalisables et tout ça, mais dans le concret, de scinder ça, puis d'ajuster nos attentes aussi envers ces buts-là, c'est excessivement important. Et cette réflexion-là de la plus-value que tu nous mentionnes, à quel moment est-ce qu'on juge qu'on fait une différence ou qu'on a un impact qui est du côté de la plus-value versus ce qui sert à putain grand-chose? Et je pense que ça nous ramène à l'essentiel de notre travail, hein, des fois, puis on peut le définir entre nous, chacun envers nous-mêmes, ce que cette plus-value-là est. Merci beaucoup pour ça. Puis Daniel, peut-être juste brièvement, je suis curieux parce que je sais quand tu es arrivé au CLSC, tu es arrivé novembre 2020, je crois. La COVID était, comme on dit, pas mal active. C'était un petit peu le bordel. Les services étaient interrompus. Nos collègues dans les refuges devaient diminuer énormément la quantité d'offres alors que les mois hivernaux s'en venaient. Beaucoup de collègues dans les organismes communautaires faisaient face à des défis qu'on n'avait jamais vus. Nous, dans le réseau, les gens étaient répartis partout, les services tombaient. Toi, comment tu as vécu ça d'arriver dans un système qui était, disons, assez menacé? Comment tu as vécu ça et ce sentiment-là d'impuissance? En as-tu revécu tout particulièrement plus? Ou...
Pas tant, je suis curieux. Oui, merci pour la question. Quand tu dis que le COVID était actif, oui, il était actif, mais c'était vraiment au début où il y avait tout le questionnement de qu'est-ce qui arrivait. On n'avait pas eu le temps un petit peu plus tard, peut-être 3 mois, 4 mois après, ben là, on savait un petit peu plus c'était quoi qu'on pouvait faire. Mais oui, pour moi, j'ai commencé une nouvelle carrière. Dans le CLSC, les choses changeaient très vite et pas dans la bonne direction. Le moral était très bas. Les ressources fermaient, ma clientèle qui ne regardait pas les nouvelles, ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Presque du jour au lendemain, les bureaux fermaient, il n'y avait plus personne pour qui faire la quête dans les rues. Les McDo pour aller prendre un café, ils étaient fermés. Même aller dans un centre d'achat pour aller de la chaleur, aller se chercher de la chaleur, c'était plus possible. Personne ne savait comment réagir et quelle direction prendre. Ça, c'était vraiment du haut en bas. Il n'y avait pas de manuel qu'on allait à la page 32 et voir qu'est-ce qu'on a à faire. Le niveau d'impuissance chez nous était à son point le plus haut vraiment au début que je commençais. Oui, je peux m'imaginer et je m'en souviens aussi, je crois, comme la grande majorité des 199 personnes qui sont présentes autour de cette table. On va passer maintenant à Gabrielle, le François Gabrielle. Je rappelle que tu es travailleuse sociale à l'équipe Itinérance au CDC des Faubourgs. Daniel nous a parlé de l'importance de s'entourer de collègues, de pairs, de gens avec qui on peut partager des choses. Je sais que vous travaillez ensemble au quotidien, donc très content d'entendre ce que tu as à nous partager. Gabrielle. Excellent. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on voit mon PowerPoint? Oui? OK, super. C'est ça. Moi, en fait, l'angle sur lequel j'ai décidé de le prendre, c'est vraiment sous forme de témoignage ou de partage de réflexion. Comme l'a mentionné Mathieu, je suis travailleuse sociale à l'équipe Itinérance auprès de personnes adultes, parce qu'il y a une équipe aussi de jeunes de la rue. Et je suis en intervention individuelle, ce qui vient quand même influencer mes possibilités, en fait, au quotidien. Puis à côté, je suis étudiante en art-thérapie. Est-ce que... OK, c'est bon. Les questionnements qui ont guidé, en fait, la construction de ma présentation ont été les suivants, puis je nous invite à nous les poser, puis j'espère en discuter après aussi. Donc, dans quelles circonstances est-ce qu'émerge le sentiment d'impuissance? Quelles émotions y sont associées? Qui est impuissant? Qu'est-ce que me révèle le sentiment d'impuissance? Quels sont les dangers et opportunités? Et quelle stratégie pour vivre avec le sentiment d'impuissance? Magali a déjà bien mis la table sur l'aspect conceptuel et tout ça, mais ce que j'avais envie vraiment de souligner, c'était la question du pouvoir. D'ailleurs, je trouve que les termes anglophones sont peut-être plus évocateurs de ça en parlant, par exemple, de « powerless ». Le pouvoir, oui, mais le pouvoir d'agir, puis surtout notre perception de c'est quoi notre pouvoir dans notre environnement. Puis je trouve que le sentiment d'impuissance est vraiment complètement inhérent en fait au rôle d'intervenant. Je pense que tous les gens qui sont ici, beaucoup sont dans les milieux d'intervention. On est tous là d'une manière ou d'une autre pour tenter de contribuer en tout cas à faire des changements ou améliorer la vie des gens. Donc, il y a quelque chose absolument, je pense, tôt ou tard, on va être confronté à ce sentiment d'impuissance-là, puis il m'apparaît, puis je tenais à le souligner comme tout à fait légitime, valide et normal. Puis, quand on se met à le regarder d'un peu plus proche, sous différents angles, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de variabilité que ça impliquait, en fait, notamment quelles sont nos sensibilités à nous. Ça va être différent d'une personne à l'autre. À quelle intensité on le vit? Est-ce que c'est léger ou à un moment donné, je me sens envahie, par exemple, par mon sentiment d'impuissance? À quel point ça peut être évolutif dans le temps aussi. Ce qui me faisait sentir impuissante il y a 5 ans, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Puis l'effet cumulatif du sentiment également, si je vis de l'impuissance dans ma vie personnelle et professionnelle à plusieurs endroits en même temps, il y a comme quelque chose qui s'additionne puis qui prend de l'espace. Puis de l'aspect de la temporalité aussi, parce que je peux me sentir impuissante par rapport à quelque chose qui s'est produit ou des circonstances du passé dans mon présent, mais aussi que j'anticipe qui va survenir. Je trouve qu'il est parfois difficile, en fait, de repérer qu'on est dans ce sentiment-là.
On va être traversé par plein d'émotions qui peuvent être complexes, parfois même contradictoires. Puis j'ai l'impression qu'on peut vraiment vivre toutes les gammes d'émotions possibles, en fait, entourant le sentiment d'impuissance, allant de la colère, de l'indignation à la tristesse, la résignation, la culpabilité, parfois la peur, l'insécurité, le sentiment de solitude également. Bref, on se sent bouleversé, déstabilisé, parfois démuni. Puis, comme dans un sentiment d'impasse, le fameux « je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression de tourner en rond » ou de faire du surplace. Je trouve qu'un autre indice qui peut nous faire nous questionner un peu sur est-ce que je suis dans le sentiment d'impuissance, c'est nos réactions internes ou qu'on externalise, soit nos réactions, par exemple, contre-transférentielles, ou est-ce que sur le spectre de mon investissement, est-ce que je suis surimpliquée ou désinvestie, ou encore mes réactions défensives, si je suis en évitement ou que j'essaie de contrôler au contraire. Ce qui m'a aidé à essayer de le situer ou de le localiser quand je réfléchissais à ce sentiment-là qui nous traverse beaucoup, là, je pense, dans ce milieu-là, c'est d'adopter une vision systémique. C'est-à-dire qu'on reconnaît que les systèmes s'inter-influencent les uns les autres. Puis je me disais, je pense qu'il y a un potentiel de sentiment d'impuissance dans la relation à tous les systèmes, en fait, autant soi-même par rapport aux différents systèmes qui nous entourent que pour la personne aussi qui arrive avec son bagage en lien avec les différentes institutions ou ses réseaux. Fait que dans ma relation à moi-même, comme professionnelle, comme personne, dans ma relation à la personne que je rencontre dans mon bureau ou ailleurs, aux réseaux qui nous entourent, aux institutions aussi, puis à la société en elle-même. J'ai mis ici quelques exemples cliniques. Je ne vais pas tous les lire, puis ce n'est pas exhaustif non plus, mais juste pour donner un peu des exemples de moments où, en tout cas, moi, je me suis sentie impuissante. Là, ça résonnera peut-être pas non plus, mais quand, par exemple, par rapport à moi-même, je peux me sentir impuissante si je sens que je manque de connaissances pour faire face à une situation ou de disponibilité ou des ressources nécessaires pour aider quelqu'un ou que je me sens confrontée dans mes idéaux ou dans mes limites. Ça peut être face à la personne, par exemple, si elle arrive dans un état de grande souffrance avec un bagage parfois innommable ou un degré d'espoir qui est vraiment affecté dans sa trajectoire ou qui fait face vraiment à des défis d'une grande complexité. Ou face aux institutions, puis parfois notre propre institution, les exigences professionnelles qu'on peut plus ou moins remplir, les violences des institutions, les difficultés d'accès, les discriminations, puis aussi les contraintes, puis la rigidité des organisations en général. Puis j'ai ajouté la société, Magali l'a déjà aussi beaucoup abordé, mais quelles sont les valeurs qui sont promues dans notre société, comme par exemple le productivisme ou l'impact des politiques et législations, par exemple, pour amenuiser ou au contraire contribuer aux inégalités, puis surtout les facteurs d'oppression également. Je trouve qu'il y a une théorie qui est quand même aidante. Ça vient plus du milieu de la psychologie, là, des travaux de Seligman dans les années 70, je pense. Ce que si je résume vraiment de manière très, très succincte, c'est qu'une personne qui va être confrontée à beaucoup de stresseurs, puis je nous inclus là-dedans, en fait, là, nous ou la personne qui est devant nous, confrontée à beaucoup de stresseurs, confrontée à des traumatismes, confrontée à des expériences désagréables qui étaient avec vraiment une notion d'incontrôlabilité. On peut en arriver à sentir qu'on n'a pas de pouvoir d'agir, puis pas de pouvoir sur notre vie, puis d'adopter une espèce de posture passive et de résignation. Puis ça m'amène à parler un peu des dangers, en fait, du sentiment d'impuissance. Je pense que si on n'est pas attentif, si on ne le questionne pas dans notre pratique, on risque, entre autres, d'altérer ou de compromettre notre relation avec la personne avec qui on travaille. Je pense qu'on peut aussi glisser puis perdre la bonne distance dans l'intervention. Je pense aussi qu'on peut vraiment perdre notre propre équilibre psychologique, être fragilisé, voire en arriver dans un état de souffrance, puis aussi nuire, en fait, à la personne, en ce sens où si moi, je ne questionne pas mon propre sentiment, il est possible que ça transparaisse dans mon intervention, puis qu'on rentre dans une espèce de boucle infernale où on se contamine l'un l'autre, puis que ça ne va absolument pas être aidant pour la personne. Mais, oups, je pense que j'ai perdu le contrôle de mon PowerPoint. OK. Mais au-delà des dangers que j'y vois aussi surtout une belle opportunité, en fait, de nourrir notre réflexion, de faire des hypothèses, de chercher du sens avec ce qu'on vit. Aussi d'ouvrir de nouveaux espaces de créativité pour sortir un peu des sentiers battus,
c'est un catalyseur d'action aussi. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, notre sentiment d'impuissance? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place? Donc, ça peut être un vecteur de transformation puis d'empowerment, je pense aussi, autant pour soi que pour la personne. Ça nous permet de renouveler notre espoir, puis parfois aussi de signer, en fait, de nous signaler que, oups, là, je suis en train de glisser, je perds mon équilibre, j'ai besoin de me recentrer, de m'y attarder, en fait. J'ai mis ici quelques stratégies qui, moi, je trouve aidantes. Je pense que les plus aidantes, pour moi, c'est les plus simples, c'est ceux qui apparaissent en premier. Je trouve ça ultra important de s'arrêter, en fait, de s'autoriser à prendre des petits moments de recul, puis d'accueillir ce qui est là, puis de se conscientiser, puis de prendre acte. En fait, littéralement, de tremper dans notre sentiment d'impuissance, sans le juger, sans le renier, le contempler, puis avec toute la gamme d'émotions que ça peut impliquer, puis de s'offrir aussi l'espace à soi, mais aux autres, avec les autres, pour s'exprimer sur ce qu'on vit avec soi-même, même quand on n'est pas en présence d'autres personnes. Il y a des moyens, tu sais, ça peut être l'écriture spontanée, le dessin, mais surtout sortir de l'impuissance, puis créer des zones tierces, que ce soit avec des collègues où on peut créer un safe space pour partager, ou encore avec un coordonnateur, un superviseur. Bref, ça me paraît vraiment, vraiment central de sortir de l'isolement, puis d'adopter une analyse réflexive, le pas de recul où on va questionner nos perceptions, nos émotions. C'est quoi nos limites, nos possibilités, nos biais, nos attentes? Qu'est-ce que ça vient toucher en soi, en fait? Pourquoi on a cette réaction-là? Puis un exercice que j'aime bien faire pour moi-même ou avec des personnes aussi, c'est de se recentrer un peu sur c'est quoi ma zone de pouvoir, de littéralement dessiner sur un papier, puis de l'inscrire, en fait. Ma zone de pouvoir, c'est quoi? Je trouve que ça nous ancre dans le moment sur des actions qu'on peut, un peu comme Daniel le disait, sur lesquelles on peut avoir un petit peu d'emprise petit à petit pour regagner du pouvoir sur notre réalité. Puis, cultiver nos ressources professionnelles, la supervision, aller chercher du support, de ne pas hésiter à se parler, à échanger, parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais on partage tellement le même vécu, en fait, là, dans nos milieux. Puis même si ça paraît cliché, prendre soin de soi, nourrir notre vitalité, respecter nos limites, puis agir dans la mesure du possible. Oui, peut-être qu'on est en intervention individuelle, mais il y a des choses qu'on peut peut-être contribuer quand même dans d'autres milieux ou à travers notre communauté. Puis parfois, agir, c'est aussi renoncer à la toute-puissance, renoncer à la solution magique et immédiate, essayer d'adopter aussi des approches qui nous redonnent du pouvoir, justement, que ce soit centré sur les forces, l'empowerment ou une approche structurelle avec la population, mais aussi entre nous, puis d'utiliser notre marge de manœuvre, que ce soit au niveau de l'advocacy, de la militance, créer des alliances dans nos communautés tout en respectant nos limites. Fait que je nous laisse sur cette citation de Carl Gustav Jung qui me fait penser un petit peu au « connais-toi toi-même », mais nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Merci beaucoup. Merci infiniment, Gabrielle, pour ces réflexions et ce partage excessivement pertinent. Et je retiens tout particulièrement cette division qu'on fait au niveau systémique, hein, qui est quand même très utilisée en travail social, mais de voir c'est quoi toutes les couches entre l'individu, la personne, les institutions, la société, et de se rappeler aussi qu'on baigne tous dans cet aspect de société et même des institutions, qu'on soit intervenant dans le réseau, qu'on soit intervenant communautaire, qu'on soit des personnes en situation d'itinérance, qu'on soit des voisins. On baigne tous dans ce contexte-là avec des politiques, néolibérales qui ont mené un désinvestissement dans plusieurs politiques sociales et on a tendance à l'oublier, ça. Hein? Beaucoup d'écrits de Vincent de Gaulle-Jacques, sociologue, comment les structures, les grandes idées dans lesquelles on baigne, on oublie qu'on baigne dedans, mais on en subit des conséquences, tout le monde. Et des fois, de réfléchir et de dire, attends un petit peu, là, c'est-tu juste moi là, qui porte ça en ce moment? C'est-tu juste moi qui a apporté ça, qui va me sentir épuisé comme ça?
et vraiment intéressant. Et je viens de voir un commentaire de Sylvie dans le chat qui nous dit que le fait de nommer notre sentiment d'impuissance à la personne qu'on accompagne peut, à mon avis, aider à l'empowerment tant individuel que dans la relation partagée. Quand même un point intéressant. Je vous vois tous hocher de la tête et j'hoche de la tête moi aussi. En effet, ça peut aider. Merci beaucoup, Gabriel, pour ça. Et on va terminer avec David Penners. Penners, je rappelle que tu es coordonnateur du Continuum de services à Projet Logement Montréal. La parole est à toi. Merci Mathieu. Merci tout le monde. Merci Gabriel, merci Magali, merci Daniel. Je n'aurai pas de visuel de mon côté. Ça va être plus un témoignage basé sur des expériences, des observations auprès de mes collègues et des quelques années d'intervention dans le milieu. Donc, effectivement, moi, je suis coordonnateur à Projet Logement Montréal depuis 1 an et demi, mais intervenant auprès des personnes en situation d'itinérance depuis 13-14 ans. Donc, j'ai débarqué de ma France natale sans avoir jamais mis les pieds dans l'itinérance et puis j'ai pris la piqûre. Donc, je suis toujours là, toujours heureux de travailler chaque jour. Et puis, donc, ça m'interpelle aussi ce sujet-là parce que j'ai toujours autant pris de plaisir, même après 14 ans. Je vais juste prendre quelques secondes, un petit peu quelques minutes pour expliquer c'est quoi PLM parce que bon, il y a beaucoup de monde qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est un consortium des 4 plus gros organismes en itinérance, des 4 plus gros organismes communautaires en itinérance à Montréal. Donc, l'Accueil Bono, la Maison du Père, Aubrey Mission et Mission Bon Accueil. Donc, qui se sont réunis en 2015 pour créer un projet. Et puis, avec comme but de placer des personnes en situation d'itinérance en logement privé avec une subvention. Donc, on a commencé en 2015, on est en 2023, il y a eu 4 phases de projet, peut-être même bientôt une 5e. On est rendu quand même à plus de 500 personnes logées sur l'île de Montréal et suivies. C'est une équipe de 35 intervenants, de 10 agents logement, donc ça en fait un très gros projet, l'un des plus gros au Canada, si ce n'est pas le plus gros. C'est ça, on travaille principalement l'autonomie puis la stabilité résidentielle de nos hommes et nos femmes en logement. Ce qu'on fait, c'est du suivi d'intensité variable dans la communauté. Donc, on a quand même un suivi qui peut être assez long parce que nos premiers participants sont rentrés en 2015 et certains sont encore en suivi actif donc, par des intervenants. Donc, ça nous laisse une marge. Puis, j'y reviendrai un petit peu dans les thèmes que j'ai fait émerger. Et puis, depuis 1 an et demi, la création d'un service qui s'appelle Post-Suivi, donc justement pour avoir une trajectoire, comme dans le continuum de sortie tranquillement du suivi actif vers quand la personne est autonome, qu'elle est stable en logement, puis qu'elle a juste besoin d'avoir un soutien ponctuel, des démarches ponctuelles. Donc voilà. L'idée du thème, c'est de partager un peu effectivement ce que j'ai vécu moi en tant qu'intervenant, parce que je l'ai vécu pendant quelques années. Puis, tranquillement, j'ai cheminé là-dedans. Puis depuis 7-8 ans, je suis beaucoup plus maintenant en soutien de mes collègues. Donc, ça m'a permis un petit peu de réfléchir sur les choses qui pouvaient aider dans la pratique au quotidien. Donc, ça ne se veut pas quelque chose de scientifique, ça se veut juste de l'observation puis des témoignages que j'ai pu voir, du non-verbal de certains intervenants à travers certaines interventions. Puis c'est surtout, en fait, il y a le sentiment d'impuissance, c'est une chose, c'est les conséquences que ça amène. Moi, ça me touche de voir des intervenants qui perdent le goût d'être intervenants, qui se démotivent, qui ont envie de changer de travail, puis je trouve ça dommage de perdre cette flamme-là. Donc, j'ai réfléchi un petit peu sur moi, qu'est-ce qui m'a aidé à un moment, puis comment je peux le transmettre aux autres au jour le jour. Donc, moi, j'ai essayé de faire ça. J'ai toutes mes feuilles devant, vous ne les voyez pas. J'ai fait émerger 4, on va les appeler des thèmes. 4 thèmes, je trouve, qui sont importants pour aider au quotidien les intervenants dans leur pratique. Le premier, c'est la confiance. En fait,
quand j'ai regardé d'où je suis parti, comme je vous dis, moi, je suis arrivé, puis je n'avais jamais mis les pieds. Je suis arrivé à l'accueil Bono. Il y avait 500 personnes qui venaient manger chaque jour, puis je ne savais pas c'était quoi l'itinérance à Montréal, ni rien. Mais ce que j'ai senti, c'est de la confiance de la part de mes supérieurs, de me dire, OK, on est derrière toi, tu fais un bon travail, n'hésite pas, vas-y. Donc, cette confiance-là de faire valider tes impressions, de laisser place à ta créativité aussi dans les interventions, ça m'a beaucoup aidé de ne pas sentir cette pression continuelle sur moi. Donc, aujourd'hui, j'essaie de le transmettre à mes équipes, à mes collègues sur sois toi-même, vas-y, essaye-toi, j'ai confiance en toi. Puis, je pense que la reconnaissance des efforts, la reconnaissance du travail, de se lever tous les jours, d'essayer de faire de son mieux, ça doit être reconnu. Et puis, je me donne comme mandat de féliciter chaque jour mes collègues quand ils font du bon travail, parce que je pense que c'est un très bon motivateur de savoir qu'on est sur la bonne track, qu'on fait un bon travail. Donc, je pense qu'un des premiers points, c'est la confiance. Et puis, s'il y a la confiance en soi, c'est une chose, elle se crée à travers plein de sphères, mais je pense que en tant que gestionnaire, comme personnel aidant un peu des jeunes intervenants, c'est de transmettre cette confiance-là. Le deuxième thème que j'ai fait émerger, c'est le temps. Il faut se donner le temps d'apprendre. Et en fait, c'est un petit peu ce que je reflète à beaucoup d'intervenants qui arrivent et puis on sent cette pression de performance de par les organisations, les systèmes et autres. On sent ce souci de bien faire tout de suite et maintenant. Et je reflète beaucoup aux intervenants de dire, regarde, ça fait juste 1 an que tu as commencé. Tu travailles avec des personnes qui ont multi-problématiques, des traumas, des enfances innommables, comme tu disais, Gabriel. Mais ça prend le temps d'apprendre. Tu as juste 1 an de pratique, tu ne peux pas tout savoir. Puis, c'est justement en essayant, un petit peu avec la notion de confiance. Apprends de tes erreurs et puis elles vont venir au fur et à mesure. Tu vas acquérir de nouvelles habiletés, tu vas avoir vu de nouvelles situations. Tu ne peux pas tout avoir vu tout de suite. Donc, de se donner le temps d'apprendre, je pense que ça enlève un petit peu cette pression quotidienne. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai eu la chance de voir, puis d'autres aussi, le suivi à long terme. On reflète, les intervenants les plus anciens reflètent aux plus jeunes souvent, ça fait 5 ans que je suis ce monsieur, puis je viens de voir des choses émerger. Je viens de voir la petite graine que j'ai semée il y a 5 ans, elle commence à pousser. Puis donc, ça permet aussi d'enlever, je trouve, cette pression aux jeunes intervenants de devoir être tout de suite maintenant. Je suis intervenant, il faut que j'intervienne tout de suite. Il y a toute cette notion d'être constamment dans l'urgence qu'on essaye un petit peu de tempérer, puis de dire, non, il y a eu des gens avant toi, des gens, ils ont le double, le triple de ton âge, puis laisse-toi le temps. La petite graine que tu as semée, tu la verras peut-être pas. C'est peut-être un de tes collègues parce que tu auras changé de travail ou autre, mais j'ai cette chance-là. Puis des fois, je fais des reflets sur d'autres équipes en fonction de vos mandats dans le réseau, par exemple, ou après un certain nombre. Nous, on a un haut seuil, donc ça nous permet comme je vous dis, des fois, on a des gens de 7 ans de suivi. Donc, on a vu l'évolution. Donc, on est passé par plein de cycles, mais c'est intéressant de refléter ça aux jeunes générations pour qu'ils continuent de garder la flamme, de se dire, je ne vois pas ça tout de suite, mais peut-être que je vais le voir prochainement. Le troisième thème, je l'ai appelé le recul. On en a parlé, Gabriel l'a mis dans sa présentation. C'est vraiment, en fait, la technique que j'utilise le plus, et puis la métaphore, c'est de la paire de lunettes. Donc, j'aime demander aux intervenants de changer de paire de lunettes de leur situation pour prendre ce pas de recul, de regarder les choses, puis de les regarder avec un angle positif. Comment, dans une situation, on peut voir les bonnes choses malgré ce qui peut paraître, je ne sais plus, comme disait Gabriel, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment m'y prendre, je ne sais plus quoi. Comment on peut regarder qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Puis donc, j'ai fait sortir une ou deux ou trois
exemples concrets. Donc, le premier, c'est un que j'ai vécu sur un participant avec qui je faisais un suivi depuis de nombreuses années, 6 ans, et avec un cycle régulier je fais à peu près 2 mois de sobriété, je rechute, 10 jours, une semaine d'alcool intense, puis après 10 jours de je dors pas, j'arrive pas à… Bon, vous connaissez tous un petit peu ce qui se passe, mais donc après, je me remets sur la map, puis je refais 60 jours de sobriété, puis je suis actif et autres, puis j'ai été épuisé. Lui aussi était épuisé de dire pourquoi à chaque fois, puis on a changé de paire de lunettes, puis j'ai commencé à regarder, est-ce qu'on regarde tes 20 jours de difficulté ou est-ce qu'on regarde les 60 jours qui ont été bons? Et à partir de là, on a changé notre approche. Il y a 60 jours où tu t'es levé, il y a 60 jours où tu as fait des choses dans ta journée où tu n'as pas bu une goutte d'alcool. Tu as mis des stratégies en place, tu as mis des actions en place qui peuvent être reproduites. Donc, on va pas nier que ça n'existe pas, mais est-ce qu'on peut focuser sur tes forces, tes qualités, qu'est-ce qui se passe bien? Puis ça permet d'enlever cette pression-là. Donc, on essaie de regarder les situations d'un autre angle. L'autre exemple, merci à une de mes collègues de m'avoir donné l'autorisation. Jeune homme, quarantaine d'années, schizophrène, non médicamenté. Il se sent observé, écouté. Et l'intervenante est épuisée parce que le participant est capable de lui envoyer 40 textos par jour, 20 appels, soir et week-end. Puis là, elle ne sait plus quoi faire. Mais à un moment, on a regardé, puis on a fait ce monsieur-là, là, il est rentré en logement en 2015. Puis on est en 2022. Puis ça fait 7 ans qu'il est en logement, qu'il n'y a pas eu de plainte, qu'il n'y a pas eu d'avis d'expulsion, qu'il continue quand même à être en contact avec toi et à faire des choses. Donc, est-ce qu'on peut regarder cet aspect-là plutôt que d'être constamment… On va en parler des appels et puis des choses comme ça, mais ça permet de soulager un petit peu le sentiment du corridor où on est bloqué. Des fois, le big picture pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, d'où il est parti, puis qu'est-ce qu'on a. Je trouve que ça permet d'aider les intervenants au quotidien. Et puis, je finirai par mon dernier thème que j'ai appelé le support. On en a parlé, offrir tout le support, le temps d'écoute et autres. Une des autres choses aussi que j'essaye d'amener, c'est d'aller voir, d'intervenir avec les intervenants parce que ça me manque en plus. Mais c'est bien beau d'écouter une situation sur ce que l'intervenant vit. Moi, je pense que d'aller dans le milieu puis d'aller voir concrètement c'est quoi ce monsieur, comment il le dit, comment il le fait, comment on va se sentir nous aussi là-dedans, ça peut aider. Donc, des fois, c'est plus un message aux gestionnaires, faut qu'on sorte, faut qu'on aille avec nos intervenants. Je pense que des fois, de porter l'odieux d'un message pour donner à l'intervenant le temps de souffler un petit peu parce qu'on a senti qu'il était épuisé, de prendre sur nos épaules, c'est notre rôle aussi d'aider les intervenants là-dedans. Donc, intervenir avec, aller voir, je pense que c'est des bonnes stratégies pour aussi aider l'intervenant. Il va observer, il va apprendre en imitant. Donc, je me suis basé là-dessus. Donc, il y aurait d'autres choses à dire, mais ça fait un peu le tour des observations que j'avais. Merci. Merci, David. Ultra intéressant. Je retiens ces 4 points-là que tu nous as donnés. L'aspect de la reconnaissance, de réfléchir sur l'aspect de la temporalité, d'être capable de prendre du recul et d'apporter du support. Et le support, on y reviendra dans notre discussion à tout le monde ensemble parce que je crois qu'il est important et il veut se décliner de plusieurs façons. Il est déjà 12h34, il nous reste 25 minutes pour y aller d'une discussion entre nous, entre panélistes, mais également avec vous. On veut vous entendre, on veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé des partages d'expériences que nos panélistes ont fait à date. On veut également recevoir vos questions. Donc, on va y aller un petit peu
comme on dit en bon français, freestyle. Donc, je vous invite à y aller avec soit des questions écrites dans le chat que je pourrais peut-être transmettre là, selon le temps qu'on aura. Commencez à penser à vos questions. Je veux quand même poser j'ai deux choses qui me viennent en tête là, pour nos panélistes. Là. La première question, et elle n'était pas écrite, celle-là. Je vous écoute. Est-ce que c'est possible de ne pas se sentir impuissant dans le contexte d'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance, qui est un exemple? Est-ce que ça fait partie de l'intervention, de l'accompagnement d'individus, peu importe leur situation? Est-ce parce qu'on parle beaucoup, puis Magali, tu m'as fait beaucoup réfléchir sur cette notion-là de l'aspect très négatif que tu as donné au niveau étymologique, là, le terme impuissance, quelque chose de très négatif, mais est-ce qu'à la lumière de ce que vous nous racontez, des contextes psychosociaux dans lesquels on intervient, les contextes sociétaux dans lesquels on intervient, est-ce que c'est possible de ne pas sentir d'impuissance? J'aimerais ça, je ne veux pas vous mettre en the spot, mais elle me brûle la langue, cette question. Ben moi, je vais y aller, je vais répondre, mais je vais répondre avec les réponses de Gabriel. C'est le niveau d'intensité. Je pense que c'est pas possible, on va tous en vivre, mais c'est le degré d'intensité, puis qu'est-ce qu'on en fait après? Quel support on a, puis, mais rapidement, je pense pas qu'on peut être complètement protégé de ce sentiment-là. Mm-hmm. Moi, j'ajouterais qu'on utilise le mot impuissance, puis c'est bien correct, mais on pourrait aussi, c'est juste le tasser un petit peu puis le mettre comme dans travailler dans un contexte d'incertitude. Il y a certainement des plans d'intervention, des équations cliniques ou des grandes lignes dans lesquelles on sait qu'on se retrouve régulièrement, mais nécessairement l'incertitude est au cœur de nos quotidiens. Fait que je pense que oui, automatiquement, ça vient avec ça. Puis encore une fois, Sylvie qui partage dans le chat, qui vient avec le sentiment d'empathie. Je pense qu'à partir du moment où on est dans les métiers de la relation, il y a un grand bout sur lequel on a très peu de pouvoir. Puis j'aimais bien ce que Gabrielle disait quand elle ramenait quelle est ma zone de pouvoir, qui elle-même est en actualisation, en mouvance, en transition. Je pense que ce qui est difficile dans ces travails-là de la relation, c'est d'accepter qu'on est constamment en mouvement, constamment dans on ne sait pas qu'est-ce qu'on va. C'est ce qu'on aime aussi par ailleurs, mais c'est comme si des fois peut-être qu'on peut oublier que c'est les raisons qui nous ont amenés là, sont aussi les raisons qui nous amènent à vivre des défis. Puis on l'a nommé tantôt, le fait qu'on travaille dans un contexte où il y a tellement de données qui rentrent en ligne de compte avec lesquelles, en tant qu'intervenant, on doit tenir en compte que c'est normal de se sentir dépassé. Là. Pour moi, je pense que c'est inévitable. On pourrait peut-être essayer de trouver un autre mot qu'impuissance. Peut-être que ce serait plus facilement accueilli de chacun de notre part. Mm-hmm. Daniel, Gabriel, oui, Gabriel. Oui, je dis, je ne vois pas ça comme possible. En fait, on dirait spontanément parce que le contraire, la toute-puissance, on dirait que tu perdrais complètement tes fonctions, ta posture réflexive, ta sensibilité, ton humilité qui permet en fait de re-questionner tes pratiques puis d'avancer avec la personne. Je ne vois pas comment ça serait possible. Je pense que ça serait dangereux de tomber dans cet autre versant-là, en fait. Mm-hmm. Absolument. Super intéressant. Donc, un point que, comme c'est quasiment inévitable, que c'est l'autre facette de la médaille avec laquelle on travaille. Alors, est-ce que c'est une question de prévenir l'impuissance à travers différentes formations, je sais trop, ou d'être capable de plutôt l'accueillir, comme tu disais, hein, Gabriel, de baigner dedans. Donc, en effet, Daniel, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Surtout comme un père aidant, des fois, on se rapproche quand même de nos clients. Ce n'est pas d'un côté comme un TS que telle chose arrive, on prend telle mesure, on a un petit côté humain. Mais oui, quand tu t'impliques émotionnellement, tu tiens ton travail, tu essaies de faire le meilleur travail que tu peux. La ligne, elle est très mince entre le milieu. Mais je crois que oui, je pense qu'on peut t'impliquer dans notre travail,
faire du mieux qu'on peut. Mais ça faut dire de l'autre côté aussi, ça ne faut pas qu'on laisse que ça nous affecte non plus. On ne peut pas se réveiller le samedi matin en pensant, mais qu'est-ce qui est arrivé avec telle et telle chose? Puis je ne dis pas ça méchamment, mais il faut bien faire son travail. Je pense qu'il faut prendre un recul et être capable de regarder de l'extérieur. Absolument. Puis des points qui sont partagés dans le chat par Annie, entre autres, Kohan également qui nous mentionne ça. Question par la suite en lien avec le support. De se supporter entre collègues, hein, c'est un élément qu'on a mentionné. Je serais curieux de vous entendre, encore là, une autre question non scriptée. Sur le support qui existe entre les personnes qui évoluent dans le milieu des organismes communautaires et le milieu du réseau grand R de la santé et des services sociaux. Est-ce qu'il y a une forme de support que vous voyez? Parce que, bon, soyons réalistes, les personnes avec lesquelles on travaille, qu'on accompagne au quotidien, sont des gens qui se promènent, évoluent, leur milieu de vie fait en sorte qu'ils vont côtoyer certains organismes communautaires, vont aller dans le réseau et vice-versa. Donc, on n'est pas là dans cette personne n'évolue que dans le réseau de la santé ou que dans l'organisme communautaire. Comment est-ce que vous voyez le support qui existe? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est utopique? Est-ce qu'il est mis à mal? Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Puis ça peut être clairement, je ne vais pas vous mettre les panélistes seulement, mais je vois Annabelle qui vient de lever la main. Est-ce que c'est une réponse à cette question-là ou c'est quelque chose pour rajouter un petit peu plus tard, juste pour voir? Ah, mais là, je m'excuse, je ne vais pas prendre la place des panélistes. On dirait que ce n'était pas clair pour moi si on pouvait répondre. Ou, envoie donc, vas-y. Non, mais ça ne sera pas très long, mais en fait, moi, j'ai travaillé 8 ans en santé mentale, réseau de la santé, en CLSC, tout ça. Et moi, je suis au soutien aux intervenants en milieu communautaire dans ma région en Gaspésie. Puis on a un projet pilote, en fait, sur 3 ans, que moi, je suis en support. Je suis dédiée 100% au support des intervenants issus de milieu communautaire. Avec une lunette de santé mentale, oui, mais c'est sans diagnostic précis. Tout ça, l'important, c'est le comportement et de prendre soin de l'intervenant derrière, sa posture d'intervention. Comment, justement, dealer avec l'impuissance et toutes les émotions qui peuvent s'accompagner quand on est confronté à de l'impuissance et de la souffrance et tout ça au quotidien. Donc, je veux juste dire que ça existe. On n'a pas trouvé le pendant ailleurs au Québec encore, mais on peut avoir espoir que ça se peut. C'est avec des petits projets qui partent à petite échelle comme ça, qui font des petits, hein, qui sont excessivement importants, en effet. D'autres réactions à cette question-là du lien, du support entre le monde communautaire et le monde un peu plus institutionnel? Oui, Gabrielle. Ce que je peux dire, je pense qu'on a tous le pouvoir d'être là les uns pour les autres, peu importe les milieux ou les partenariats. Je pense que dans notre milieu, c'est excessivement important d'avoir tout le temps ces petites antennes-là. Si on est en relation avec un partenaire ou avec nos collègues, puis qu'on observe qu'il y a des changements ou que la personne va moins bien ou qu'elle a besoin, en fait, de parler puis d'ouvrir, en fait, notre porte et d'ouvrir de l'espace pour rendre la personne à l'aise. Bref, je trouve que c'est excessivement important. Là. Puis, surtout entre nous, d'utiliser nos ressources. Des fois, on peut sous-utiliser peut-être les ressources qui sont à notre disposition, mais si on a un coordonnateur clinique ou un gestionnaire, même aussi, quiconque avec qui on se sent en confiance, c'est toujours aidant là, d'aller prendre la perspective et de partager, je pense. Mm-hmm. Tout à fait. David, je rajouterais, je pense qu'il y a de ce que j'ai pu observer au fur et à mesure des années, il y a quand même une gamme de services qui est offerte pour du soutien, que ce soit au réseau ou au communautaire. Maintenant, c'est l'agir de l'intervenant, des groupes, de faire la demande, puis d'y aller, puis d'être un peu en cohérence avec son travail. Souvent, on demande à nos gars, c'est l'expression, désolé,
à nos gars de nous partager des choses, il faut que nous aussi, on puisse partager ce qu'on vit auprès de nos collègues. Mais il y a des services qui sont offerts maintenant. Est-ce que je prends le temps d'y aller? Est-ce que je prends le temps de demander? Il y a une part de responsabilité de chacun aussi. L'organisme doit fournir, mais chacun a aussi son petit 5% de responsabilité de le demander. Là. Tout à fait. Oui, Magali. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la culture organisationnelle et même la culture entre nous. Là, évidemment que on l'a vu dans le chat, puis ça a été nommé avec les collègues. Il y a des milieux où il y a déjà des choses en place, qu'il y a de la coordination clinique sur place. Je sais qu'au niveau du travail de rue, c'est une culture assez présente d'aller chercher de l'aide extérieure en supervision individuelle. Puis c'est vrai que l'intervenant, dans le même sens que David, a aussi une responsabilité dans la mise en place de ça. Mais je pense que concrètement, dans nos cultures de façon de faire, ça fait pas si longtemps que ça qu'on souhaite l'adresser de façon structurelle. T'sais, même si on parle de 15 ans, c'est pas beaucoup dans l'histoire de type d'organisation dans laquelle nous sommes. Et je continue de croire que oui, bien sûr, qu'on a une responsabilité d'y aller, mais je pense que cet élan-là doit venir des organisations, doit en quelque sorte soutenir le développement de cette culture-là et mettre en place des calendriers adaptés au rythme et des besoins des personnes. Évidemment, l'idée n'est pas de tomber en mode urgence dramatique, comme il y a monsieur qui a commenté dans le chat que l'idée d'aller tout de suite vers le rapport à l'aide extérieure n'est peut-être pas toujours la bonne chose, mais il y a certainement un besoin assez régulier d'aller refaire un peu le ménage dans ses pensées en tant qu'intervenant avec toutes les données avec lesquelles on doit composer. Puis je terminerai là-dessus. Moi, une des analogies qui m'est venue souvent en tête, c'est que dans les métiers de la construction, les gens doivent faire un certain nombre d'heures accompagnés avant d'être sur le terrain et de pouvoir occuper leur poste de façon autonome. Dans notre métier, dans les contextes d'itinérance, on envoie parfois des jeunes intervenants de 19, 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans, directement dans des espaces ou des lieux où il y a une très grande complexité, beaucoup de pression, sans mettre de filet de sécurité en place. Je pense que c'est questionnant. Je pense que ça s'explique de toutes sortes de façons d'un point de vue du manque de ressources, du manque de financement, parce que c'est aussi l'enfant pauvre très souvent. Mais il y a peut-être quelque chose à déjà intégrer dans nos structures organisationnelles pour ne plus aller là et mettre des ancrages pour que les intervenants soient soutenus et qu'on arrête de mettre sur leurs simples épaules la responsabilité de prendre soin d'eux. Je pense que c'est plus complexe que ça. Absolument, en lien avec les guides d'auto-soin COVID qui nous disaient de prendre une douche et de sentir l'eau qui coule sur nous comme façon d'aller mieux. Là, il y a des limites aussi à mon commentaire éditorial de l'animation. Mais un point aussi que Fanny, dans le chat, il va donc dans un contexte de sous-financement chronique et important de nombreux organismes communautaires. Il ne faut pas oublier aussi les obstacles systémiques et structurels qui peuvent plomber le communautaire au-delà de leur volonté de s'écouter, d'être présent avec leurs collègues, par exemple. Donc, en effet, c'est un excellent point. Daniel, quelque chose à rajouter là-dessus? Toi qui as un rôle très particulier comme père, un peu de pont entre le monde institutionnel, le monde communautaire, toi qui te promènes, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce support-là qui existe entre les deux réalités? Oui, je me promène. Je vois surtout un lien entre moi et le système de santé. Mais régulièrement, chaque semaine, je vais à 2 ressources, la Maison du Père puis l'Hôtel Dieu. D'un côté, on regarde ça vraiment le réseau comme le communautaire. Je ne pense pas que ça va être jamais construit sur la même équipe, mais donc, des fois, on va avoir un client, on veut tout le meilleur pour le client, mais on a des différentes approches à utiliser. Donc, il y a un petit peu plus d'harmonie entre les deux pour le bien du client. Puis il y a vraiment, comme Magali disait, quand tu es du réseau, tu es du réseau, du communautaire, c'est comme si c'était une autre équipe, un autre monde versus qu'est-ce qui nous unit le plus ensemble, c'est les clients pour trouver un fonctionnement pour leur bien-être. C'est ça que je souhaiterais voir. Oui, super. Puis Laurence dans le chat, puis également Mylène qui nous mentionne aussi de ne jamais oublier l'aspect structurel, l'aspect des politiques sociales. On évolue dans un contexte d'intervention
qui s'est créé au fil d'années de choix politiques, de financement / non-financement. Et on évolue tous là-dedans avec peut-être des conséquences différentes, mais et je pense que c'est une réflexion qui est tout à fait, c'est un réflexe naturel pour un individu dans un contexte qui apparaît un peu invisible, ces politiques-là, d'ensuite porter la responsabilité individuelle de dire, ben, c'est peut-être pas moi finalement qui est assez bon, c'est peut-être pas moi qui est capable, qui est pas capable de fitter là-dedans. Finalement, c'est peut-être moi qui se sens impuissant parce que j'ai pas les qualités personnelles qu'il faut pour agir, mais au contraire, il faut toujours réfléchir à ce contexte structurel-là qui fait partie de l'équation, comme Gabrielle nous l'a bien présenté dans ces cercles concentriques, là. Je veux m'assurer aussi qu'on ouvre le dialogue. S'il y a des gens qui veulent intervenir de façon orale pour des commentaires quelconques, des questions que vous aimeriez poser à nos panélistes, on est très ouvert à vous entendre. Magali, peut-être une intervention? Oui, en fait, c'est en t'écoutant parler puis en entendant, on a souvent tendance, je pense, dans nos milieux de travail, on est habitué en fait que le financement, quand on en reçoit, doit être appuyé par des expertises extérieures de l'ordre scientifique. Comme si ce discours-là ou ces savoirs-là scientifiques pesaient plus dans la balance que ce que nous, on accumule comme expertise, comme savoir à l'intérêt, comme savoir pratique, comme savoir terrain. Puis, tu sais, même on l'entend, même dans nos présentations, bon, ce ne serait pas tellement scientifique, mais de l'ordre du témoignage. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier la complémentarité de ces types de savoirs-là. Chacun des savoirs a des éclairages forts et des angles morts. C'est en travaillant ensemble, finalement, qu'on arrive peut-être à éclairer davantage les pistes de solutions. Puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que le soutien qui peut venir de nos structures n'est pas obligé d'être toujours relié à un expert qu'on embauche à l'extérieur pour venir donner une formation à nos équipes de travail, mais bien dans l'auto-formation, dans le co-développement à l'intérieur et de prévoir des espaces d'échange. Peut-être que ça demande certains cues au niveau du cadre d'animation, parce que ventiler, ça fait du bien. Je veux dire, je l'ai fait en masse dans les 5 à 7 avec des collègues, amis, et c'est des groupes de soutien qui sont très précieux. Mais dans le contexte de travail, il y a des modes d'animation qui peuvent nous aider à être dans un rapport de co-développement et d'avoir la résonance de son collègue qu'on ne se serait pas attendu face à une situation qu'il a vécue dans le passé. Je pense que ça a été nommé et par Gabrielle, et par David, et par Daniel, de cet échange d'expertise-là. Il faut l'ouvrir à l'horizontale entre nous et se reconnaître ces savoirs-là qui, même si ce ne sont pas écrits noir sur blanc dans les textes scientifiques, sont au cœur de notre pratique et des savoirs que l'on a à mettre de l'avant. Et ça, c'est ça, je pense qu'il faut se le rappeler. Là. Je le dis à moi-même à la fois que je le partage actuellement. Exactement. Avant qu'on prenne l'intervention de Jennifer, qui a la main levée, juste mentionner dans le chat 2 commentaires de la part de Marianne un petit peu plus tôt et plus récemment de Natalia qui nous parle. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte tous les contextes beaucoup plus systémiques de conditions de travail, d'exigences de réseau de services, de difficultés d'accès, de problèmes d'accès au logement, de législation, d'inégalités, d'oppression, des aspects systémiques qui ont un rôle majeur dans notre travail au quotidien, mais pour lesquels on n'a peut-être pas un impact direct où on peut changer les choses facilement. Comment les gérer, ces points-là? Donc, je reviendrai avec ça alors qu'on écoutons Jennifer pour l'instant. Oui, bonjour. En fait, j'ai emprunté l'ordinateur de Jennifer, mais mon nom à moi, c'est Carole. J'avais un peu aussi compris la question sous l'angle de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que et le réseau communautaire et le réseau public puissent s'entraider, se soutenir pour un peu faire face à ce sentiment d'impuissance, mais je ne sais pas si j'avais bien compris, mais je développerai peut-être de ce côté-là. Donc, entre autres, moi, ce que je constate, c'est que je fais partie d'une équipe mixte, donc on a une infirmière santé mentale qui est prêtée à notre organisme communautaire depuis 5 ans. Donc, il y a une belle stabilité à ce niveau-là. Puis, tout à l'heure, je pense que c'est Daniel, vous parlez que des fois, le CIE, c'est un gros bateau, puis qu'il faut apprendre à naviguer dans ce réseau-là. Puis, le fait d'avoir cette mixité-là à l'équipe vient nous aider à mieux comprendre aussi quels sont les services
puis venir créer des collaborations plus faciles quand il est le temps, par exemple, de réaffilier les personnes selon les besoins qu'on identifie. Donc ça, ce serait peut-être une première, je trouve, réponse au niveau de la mixité de nos équipes. Puis, ou sinon, aussi d'avoir des lieux de concertation comme des communautés de pratique ou des comités de pratique, mais intersectoriels. Puis, tout à l'heure, vous parliez aussi des enjeux d'accessibilité au logement. Donc, sur ces comités-là, entre autres, il y en a ici sur la ville de Québec, mais aussi on tente d'en instaurer un dans la région de Portneuf, mais c'est d'avoir une représentativité au niveau aussi des propriétaires sociaux, aussi quand on parle du PSL, trouver des solutions en lien avec le PSL, le programme de supplément loyer, mais d'avoir aussi sur ces comités-là des organismes communautaires, des intervenants ou des coordonnateurs du réseau institutionnel et finalement aussi même des personnes au niveau de la ville, des inspecteurs en salubrité, en incendie pour prévenir des situations d'itinérance justement. C'est un peu ça que je voulais partager. Très intéressant, merci beaucoup. Carole et non pas Jennifer. Donc, je regarde le temps, déjà 12h55, on termine à 13h. Je vais vraiment prendre la peine d'écouter Marianne, si ça vous va, les panélistes, peut-être qu'on pourra répondre. Bonjour, Marianne. Bonjour, je vais essayer de faire ça court, mais je suis d'accord avec tout ce qui est de la concertation puis multiréseau. C'est moi qui ai écrit un peu ce que je vois chez des intervenantes, c'est beaucoup un sentiment d'impuissance au niveau des inégalités sociales très structurelles, très systémiques, puis de se battre contre Goliath, d'être à contre-courant, on l'a vu aussi dans ce que Magali a nommé. Mais moi, en tout cas, ce que j'essaie de passer comme message, c'est que la transformation sociale, l'innovation sociale, vous y travaillez au jour le jour, puis que ça prend des petits gestes, mais que c'est long. C'est très lent, faire changer les mentalités, faire changer les politiques, mais moi, je suis peut-être dans le domaine depuis 15 ans et je le vois qu'il y a eu des transformations. Donc, tout ce qui est rapport, je donne un exemple, mais la réduction des méfaits, comme on l'abordait il y a 15 ans et comme on l'aborde maintenant, qui est vraiment inclus dans les politiques, puis même qui est financé. Donc, ça se fait, c'est long, c'est lent, mais il faut continuer à travailler au jour le jour, au quotidien pour transformer puis avoir une meilleure justice sociale. Merci, Marianne. Puis ce commentaire-là fait écho au commentaire de Sarah dans le chat qui nous demandait comment est-ce qu'on partage ça avec les personnes qu'on accompagne, ce sentiment d'impuissance-là face à ces aspects tant larges et systémiques qui apparaissent tant éloignés. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se sentir impuissant puis transférer, disons, une impuissance trop grande? Peut-être des derniers commentaires de nos panélistes, dernières réflexions avant qu'on termine. J'ajouterais juste en lien avec le dernier commentaire qu'on vient d'entendre, effectivement, se rappeler l'histoire qui nous précède, se rappeler comment ça vivait les services, l'accès aux services en itinérance et en concertation à la fin des années 90 là, versus où on en est maintenant. L'idée n'est pas de s'asseoir sur ses lauriers, mais en lutte sociale, on a tendance à se sentir toujours perdant puisqu'on obtient rarement gain de cause sur l'ensemble des enjeux sur lesquels on souhaite avancer. Mais il y en a des gains sociaux. Puis je pense de se les rappeler, ça peut aider à mettre un peu d'oxygène à l'intérieur de nos pensées, puis j'oserais même dire de notre cœur. Fait que merci pour le dernier commentaire. Et je pense que se rappeler l'histoire ou du moins de se la faire transmettre, ça peut être un ancrage. Daniel, un dernier point avant qu'on termine. Oui, juste vite, je vais juste commenter sur un sentiment d'impuissance. Moi, qu'est-ce que je vois maintenant? Ça fait 2 ans. Ma femme, mon lobbyiste, un petit peu, il y avait beaucoup de financement pour l'itinérance à Montréal. Il ouvrait des hôtels, il y avait des halles de chaleur qui s'ouvraient 24 heures. Cette année, le financement se va un petit peu plus à logement, qui n'est pas une mauvaise chose, comme Daniel peut attester, mais c'est quand même un petit peu décevant maintenant que tout le financement qu'on a eu dans le COVID, ou au moins une grosse partie maintenant, il n'est plus là dans notre secteur, le centre-sud. Comme aller à une ressource à 3 heures de l'après-midi, quand ça passe le check-in, tu arrives à la ressource, puis il y a du monde à la porte, quand il fait froid dehors, qui vont te dire « Mais là, malheureusement, on n'a plus de lit pour vous. » C'est quand même, ça l'emmène de l'épuisement, mais de dire qu'il y aurait une solution vide, non, mais je voulais juste faire mon petit lobbyiste pour dire qu'on a besoin d'un petit peu plus de financement dans les ressources maintenant. Absolument.
Merci infiniment. Merci à tout le monde aussi dans le chat pour vos commentaires, pour les panélistes, juste pour vous dire énormément de félicitations qui vous sont transmis. Et je vais passer la parole à Julie pour le dernier mot qui va entre autres nous parler du guide des bonnes pratiques en itinérance qui est disponible sur le site du CREMIS. Alors, Julie. Merci Mathieu, merci tout le monde. Vraiment, c'était un super dîner, vraiment riche, une palette de perspectives. Vraiment, j'espère que vous allez repartir inspirés puis vraiment mobilisés à continuer dans vos sphères de travail respectives. Dans votre boîte courriel, vous devriez avoir reçu un formulaire de rétroaction. On vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps pour le remplir. Vos rétroactions permettent au CREMIS de comprendre davantage comment il peut répondre aux besoins de formation des professionnels du réseau. Également, à l'équipe technique, est-ce que vous pouvez mettre la diapo qui concerne le prochain dîner? S'il vous plaît. Comme ça, les gens vont pouvoir voir l'information de leur propre yeux. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à bloquer le 27 mars dans votre agenda pour que vous puissiez vous joindre à nous pour le prochain dîner qui sera intitulé « Le recours et le non-recours à des services chez les hommes en situation d'itinérance, bilan d'une étude qualitative réalisée au Québec ». Je vous ai mis dans le chat aussi les deux fichiers dont je vous ai parlé en ouverture. Et puis, en terminant, si vous souhaitez vous tenir informé des prochaines activités du CREMIS, on vous invite à vous abonner à l'infolette du CREMIS au www.cremis.ca. Il est 13h01. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.